Bonjour, bienvenue à l'atelier Coup de pouce que j'appelle, donc un petit atelier éclair sur la gestion de la diversité. Dans ce cas-ci, on va porter une attention plus particulière sur la diversité liée à la main-d'œuvre féminine. Donc, bienvenue et je vous souhaite un bon voyage avec moi. Je me présente, Geneviève Colette, je suis la directrice générale d'un organisme qui se spécialise dans le développement de la main-d'œuvre féminine. On est situé dans la région de l'Estrie. Plus professionnellement, je suis également la présidente du comité consultatif femmes qui siège, qui est un comité plutôt aviseur de la Commission des partenaires du marché du travail. J'ai une formation en éducation et également une formation en gestion des ressources humaines, donc un double parcours. Je cumule à peu près 10 ans d'expérience en gestion des ressources humaines dans des entreprises privées. J'étais majoritairement dans les secteurs plus masculins comme la fabrication métallique, le secteur des élastomères, et également le secteur de l'alimentation. Et ça fait 13 ans à peu près que je suis dans le secteur plus communautaire pour le développement de la main-d'œuvre féminine. Alors, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Je vais prendre quand même une seconde pour vous présenter qu'est-ce qu'est mon organisation finalement. C'est le Centre d'intégration au marché de l'emploi, communément appelé le CIM, CIME. On est un organisme à but non lucratif. Notre objectif, c'est d'améliorer la situation économique des femmes par leur plein accès à toutes les sphères du marché du travail. On fait partie de ce qu'on appelle le réseau des organismes en employabilité au Québec qui offre les services publics d'emploi de Service Québec. Dans notre cas, nous, on se spécialise uniquement pour la main-d'œuvre féminine. Comme je vous disais tout à l'heure, on est situé dans la région de l'Estrie. Nous sommes 16 organismes comme le mien à travers le Québec. Et dans notre approche d'intervention, on fait comme ce qu'on appelle une double approche d'intervention. Donc, l'intervention spécifique auprès des femmes pour leur permettre d'explorer le marché du travail et les possibilités professionnelles dans les secteurs à prédominance masculine. On fait également de l'aide à l'emploi, de l'aide à l'intégration et de l'aide au maintien. Et on fait une intervention plus systémique, comme c'est le cas aujourd'hui, ce matin, avec l'atelier, qui nous permet d'accompagner, d'outiller les milieux dans lesquels vont s'intégrer les femmes. Donc, voilà pour ce qui est de notre approche. Chez nous, on a 3 types de services. Comme je vous expliquais, les services dédiés à la main-d'œuvre féminine, c'est seulement pour les femmes de notre territoire, par exemple, de la région de l'Estrie. On offre les services aux entreprises qui est offert à tous les milieux à travers le Québec. On a une longue liste d'accompagnements. Nos principaux partenaires des dernières années, c'est surtout des comités sectoriels de développement de main-d'œuvre ou encore la Commission de la construction du Québec avec qui on travaille depuis de longues années. Et on traite tous les sujets suivants. La gestion de la mixité et de la diversité, comme c'est le cas ce matin, la conciliation famille-études et proche aidance, l'équité salariale et de l'analyse différenciée. Et on a quand même un volet recherche et développement qui nous permet de toujours creuser davantage les enjeux, les problématiques et la recherche de solutions. Donc, voilà pour notre organisation. On va rentrer maintenant plus dans le vif de notre sujet. Ce qu'on va voir là, dans cet atelier coup de pouce-là, c'est les thèmes suivants. Le concept de diversité, son apport concurrentiel, parce qu'effectivement, il faut que ça nous donne quelque chose de s'y intéresser. Les conseils rapides pour devenir une entreprise un peu plus inclusive, qui va être traversée plus dans les 2 autres points, soit l'autodiagnostic comme point de départ et des exemples de mesures d'inclusion. Alors voilà, c'est parti pour l'atelier gestion de la diversité. Avant tout, il faut vraiment pouvoir mettre la table de pourquoi on s'intéresse autant que ça à la gestion de la diversité de la main-d'œuvre. Il y a tout un contexte autour de ça qui est lié finalement à la transformation du marché du travail. Donc, toute la question de la mondialisation de l'économie, des cultures, le développement des nouveaux marchés qui est essentiel souvent pour la survie de notre organisation, pour également permettre de se déployer davantage. La concurrence à l'échelle planétaire, c'est sûr qu'il y a certains secteurs comme la construction, c'est peut-être moins apparent, cette concurrence-là, mais dans plusieurs secteurs, comme par exemple les manufacturiers, la concurrence à l'échelle planétaire, elle est à son maximum. Toutes les plateformes d'achat en ligne ont complètement transformé également les habitudes de consommation. Les progrès technologiques à vitesse grand V, pourquoi qu'on en parle? Bien, parce que ça change les méthodes de travail, ça change l'approche au niveau de la gestion des équipes, ça touche aussi également le développement de nouvelles compétences. Donc, ça amène un continuum de changement continuel dans une organisation pour lequel il faut absolument s'adapter. La diminution du taux démographique, je pense que c'est la chose qu'on entend le plus parler, ça avec le vieillissement de la population qui entraîne une pénurie de main-d'œuvre assez importante en ce moment.
qui amène une augmentation de l'immigration, donc entraîne déjà en partant une obligation de commencer à parler de diversité de main-d'œuvre dans ce cas-ci. Et dans le cas de la construction, ça nous amène également à regarder des bassins plutôt inhabituels ou pour lesquels on a un taux de présence très faible, notamment celui des femmes. Bien sûr, je vous ai parlé rapidement tantôt, l'impact des progrès technologiques qui entraînent l'obligation de développer des nouvelles compétences, mais ce n'est pas juste les progrès technologiques, c'est également les changements de façon de faire, les changements de matériaux qui sont utilisés, etc., qui entraînent le développement également de compétences différentes. Et tout le processus de reconnaissance des acquis, formation, expérience, pas seulement dans la reconnaissance des acquis pour les personnes issues de l'immigration, mais pour la population en général, donc la main-d'œuvre en général, tout ce qui va toucher, par exemple, des compétences qu'on a développées, compétences et connaissances dans un secteur d'activité. Comment je fais pour les amener et les transférer dans le secteur d'activité de la construction pour accélérer finalement l'embauche de main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel vient s'inscrire l'obligation, mais pas l'obligation, mais la nécessité du moins de s'occuper de la gestion de la diversité. Ici, ce matin, je vais plutôt porter mon attention sur la diversité qui est liée au genre, donc dans ce cas-ci, l'embauche de la main-d'œuvre féminine, mais sachez que tout ce que je vais vous parler aujourd'hui va s'appliquer à peu près n'importe quel type de main-d'œuvre assez facilement. Le concept de diversité, globalement, va toucher plusieurs couches qu'on va appeler. Donc, il y a 4 niveaux là, à la gestion de la diversité. Le premier niveau, qui est le niveau primaire, va toucher ce qu'on connaît le plus, soit la diversité au niveau du genre, la diversité au niveau des groupes d'âge, la diversité au niveau de l'appartenance culturelle, ethnique, la présence ou non d'un handicap. Ensuite, on va s'en aller dans d'autres niveaux qui vont toucher d'autres aspects. Donc, on peut rentrer par la suite dans les profils au niveau de l'éducation, donc des parcours scolaires, des parcours d'acquisition de compétences qui sont différenciés, au niveau des connaissances, la provenance des expériences de travail également. On peut même aller jusqu'à la diversité liée aux valeurs, aux croyances, aux opinions, etc. Donc, le concept de diversité, c'est vraiment dans sa globalité, ça touche toutes ces sphères-là et plus encore. Et nous, ici, on va s'occuper plus de la question du genre. Pourquoi on parle de diversité? Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, lorsqu'on est dans des industries, comme c'est le cas de la construction, où on a une grosse homogénéité, c'est une industrie qui a été construite sur le même genre de main-d'œuvre pendant très, très longtemps, ce qui fait qu'il y a différents biais inconscients qui vont entraîner des pratiques de discrimination qui sont inconscientes. Et c'est surtout ça qu'il faut entendre, parce que quand on parle de discrimination, c'est jamais le fun de sentir qu'on est en train de vous dire que vous discriminez volontairement des gens. Alors, ce n'est pas tout à fait ça la posture, c'est plus de dire, sans s'en rendre compte, nos pratiques se sont construites sur une main-d'œuvre qui était très homogène. Et c'est au fur et à mesure que la main-d'œuvre s'est modifiée, s'est transformée, s'est diversifiée, on n'a pas nécessairement ajusté nos pratiques, c'est qu'on continue à appliquer ces mêmes pratiques-là à des gens que ça va discriminer sans s'en rendre compte. On va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure sur cette question-là, mais c'est la raison principale pour laquelle on travaille sur la question de la diversité. C'est sûr que les gens que j'accompagne, les entreprises dans lesquelles j'interviens, me demandent toujours, bon, ma Geneviève, est-ce que ça vaut l'effort de me questionner, de changer mes pratiques? Tu sais, qu'est-ce que ça va m'apporter de m'ouvrir à un bassin de main-d'œuvre comme celui de la main-d'œuvre féminine ou tout autre bassin qui n'est pas représenté dans mon organisation? C'est assez simple, là. Toutes les études, toutes les recherches, toutes les firmes RH vont toutes vous dire la même chose. C'est les éléments suivants. Toutes les entreprises qui ont amorcé un virage lié à la diversité en général ont noté ces éléments-là. On améliore la compétitivité dans un contexte de concurrence mondiale. Comme je disais tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité que ça touche plus que d'autres. Mais ça reste quand même qu'on perçoit une augmentation de la compétitivité. Le plus notable, c'est bien sûr l'élargissement du bassin de compétences disponibles, puis une meilleure gestion de la relève. Donc, si je cesse d'embaucher toujours le même type de profil et que je m'ouvre à d'autres types de profils, j'amène peut-être des compétences nouvelles qui vont permettre à mon organisation de développer des aspects soit opérationnels, soit de gestion, soit de vente,
que pour le moment, j'arrive peut-être moins bien à développer. Donc, il y a vraiment une possibilité d'aller chercher des compétences qui sont plus ou moins représentées dans mon personnel actuellement. Ça améliore également la prestation de service à la clientèle. C'est sûr que c'est plus frappant dans des organisations pour lesquelles le service à la clientèle est vraiment majeur. Ça reste quand même que l'industrie de la construction, il y a beaucoup de services à la clientèle qui se fait là. Donc, plus j'ai une diversité dans mon personnel, plus les gens qui font affaire avec moi ont l'impression d'être représentés au sein de cette entreprise-là. C'est comme un peu si vous appelez un service à la clientèle pour avoir des informations, puis vous avez l'impression que le service à la clientèle il est dans un autre pays, alors que vous, votre enjeu, il est purement du territoire québécois. Des fois, on a l'impression, est-ce qu'ils comprennent vraiment bien ce que je vis en ce moment? On va le voir dans les télécoms le plus souvent. Vous appelez parce que vous avez une rupture de service, parce que vous êtes en pleine tempête de verglas, puis on vous répond dans un pays où ils n'ont jamais vu de verglas de leur vie. On a tout le temps l'impression, est-ce qu'on comprend bien mon problème? Donc, c'est un exemple un peu basique que je vous donne, mais ça permet d'élargir finalement l'impression ou la perception que le service à la clientèle va être plus représentatif de la population. Une meilleure capacité aussi à se renouveler, à innover, des idées différentes, des profils différents, des provenances différentes amènent également des idées de la création qui est plus variée, qui est plus polyvalente. Donc, on cesse de recourir à toujours le même mode de pensée, ce qui permet également d'augmenter la productivité parce qu'il y a peut-être des façons de faire qui sont différentes, qui sont liées à un autre bassin. Et ça, on l'entend beaucoup par rapport aux femmes dans des emplois de métier pour lesquels il y a de la manipulation, entre autres, toute la question sur la force physique. On va souvent se faire dire la méthode de travail que les femmes développent n'est pas tout à fait la même qui est développée de façon générale par la main-d'œuvre que je suis habituée d'embaucher, pardon. Et tout le monde me dit, c'est vraiment gagnant parce qu'on se rend compte finalement qu'on peut changer nos méthodes de travail et gagner en efficacité et en plus, assurer une meilleure santé et sécurité de notre personnel. Donc, c'est gagnant-gagnant. Toute la question sur l'intelligence collective. On le sait, là, mettez tout le monde qui pense pareil dans la même situation pour résoudre un problème et faites une équipe à côté où il y a différents modes de pensée. C'est souvent l'équipe avec différents modes de pensée qui va trouver des solutions les plus intéressantes, les plus adéquates, les plus réfléchies, les plus porteuses sur le temps et le plus rapidement possible, souvent. Donc, ça vaut la peine de se construire une équipe qui ne se ressemble pas tout à fait et qui va permettre finalement des échanges plus variés, des pistes de solutions différentes, des idées d'opinion également. Tout ça dans l'objectif d'augmenter votre rentabilité comme organisation, d'augmenter votre croissance si c'est votre objectif, d'assurer votre viabilité future parce qu'actuellement, la pénurie de main-d'œuvre vient jouer justement sur la viabilité future de votre organisation. Ça vient jouer sur votre image de marque. Donc, plus votre image employeur, elle est bonne, elle est diversifiée, elle est égalitaire, plus les gens vont vouloir s'associer à cette valeur-là et donc travailler chez vous. Et ça augmente bien sûr votre agilité également parce que vous avez plus de polyvalence au sein de votre entreprise, de votre équipe et ça vous permet de faire face à toutes sortes de situations. Les principaux freins à la diversité qu'on retrouve sur le marché du travail sont les suivants. Les croyances, donc les croyances limitatives qu'on va plutôt associer à un individu. Donc, dans ce cas-ci, la perception que les femmes ont à l'égard de l'industrie de la construction peut être un frein à la diversité. Donc, il faut pouvoir agir à déconstruire ces croyances-là auprès des femmes pour les attirer dans notre milieu, pour les attirer dans notre organisation. Donc, plus je démontre que mon entreprise elle est ouverte et est axée sur la diversité, plus je déconstruis les croyances des femmes ou d'autres publics, comme par exemple les personnes issues de l'immigration. La question des préjugés va plutôt appartenir aux individus et à l'organisation. Donc, le plus grand préjugé à l'égard des femmes dans l'industrie de la construction pour les emplois de métier va être la question sur la force physique. Donc, plus je mets l'accent là-dessus, plus je pars du principe que les femmes ne sont pas assez fortes pour venir travailler dans mon organisation, dans mon entreprise, plus je me limite en termes de capacité d'introduction de nouvelles main-d'œuvre. Alors, plus je vais agir à déconstruire ça, à éliminer cette impression-là, plus je vais pouvoir attirer du monde et maintenir ces personnes-là également à l'emploi. Stéréotypes,
ça se rejoint plutôt là, avec les préjugés. C'est un peu le même mode de fonctionnement. Là. Actuellement, la perception que les gens ont de l'industrie de la construction dans les emplois de métier, c'est beaucoup une main-d'œuvre blanche, homme, 30-35 ans dans ces eaux-là. Donc, on cherche à déconstruire cette perception-là pour la rendre un petit peu plus universelle. Donc, démontrer des modèles féminins, démontrer des modèles qui sont issus de l'immigration, démontrer des modèles qui sont issus de différents groupes d'âge, par exemple, pour essayer de briser le stéréotype. Le concept de phénomène d'attraction et de similarité, on va beaucoup voir ça chez les personnes qui sont responsables des processus de dotation. L'expression « qui se ressemble, s'assemble », c'est vraiment applicable en gestion des ressources humaines. L'humain est comme ça naturellement, donc on a tendance à vouloir embaucher des gens qui nous ressemblent ou des gens qui ressemblent à notre équipe parce que c'est plus confortable. On est habitué à travailler avec ce type de profil-là et on sait d'emblée que ces gens-là ensemble vont bien fonctionner parce que justement, ils partagent beaucoup d'éléments communs. Alors, il faut réussir à briser ce moule-là, comme on va dire, briser le moule, créer de la diversité, puis par la suite, capitaliser sur la force de la diversité pour éviter que le phénomène d'attraction de similarité se réintroduise dans l'organisation. Il y a toute la notion liée à la culture organisationnelle. Si dans mon histoire, ça fait 50 ans que j'existe comme entreprise en construction et qu'à travers mes 50 années, je n'ai eu que des hommes à mon service, par exemple, que j'ai embauché juste de la main-d'œuvre masculine, toujours pas mal issus du même milieu, du même profil, etc., c'est sûr que ça teint aussi la façon que je suis comme organisation. Une culture organisationnelle, c'est notre ADN, c'est ce qui dit qui on est, comment on fonctionne, les valeurs qu'on porte, comment on va gérer. Donc, si notre culture organisationnelle, elle est moins axée sur l'ouverture et la diversité, ça se peut que ça transparaisse dans nos pratiques RH sans qu'on s'en rende compte. Alors, il faut se questionner. Pas de là à dire « je jette mon ADN dehors », mais plutôt me dire « qu'est-ce que dans mon ADN peut peut-être être un frein à la diversité et comment je peux l'améliorer pour avoir une ADN finalement toujours de plus en plus forte. » Bien sûr, les pratiques d'affaires, pratiques de gestion de ressources humaines, c'est assez transversal aux propos que je viens de tenir. Veux pas, si mon ADN, si les préjugés, si les croyances viennent teinter la façon que je gère mes ressources humaines, bien, ça se traduit également dans mes procédures, dans mes politiques, dans ma façon de gérer mes procédures organisationnelles, opérationnelles également. Ça va aussi teinter la façon que j'ai de m'adresser à ces gens-là. Donc, il faut vraiment pouvoir faire le continuum de tout ça. Ça paraît un petit peu compliqué quand on voit ça nommé un en arrière de l'autre, mais soyez rassurés, souvent les stratégies qu'on va adopter vont venir jouer sur plusieurs de ces éléments-là. L'outil, finalement, que je vous propose aujourd'hui, c'est l'autodiagnostic. Pourquoi un autodiagnostic? Bien parce que ça vous permet de faire votre propre réflexion sans nécessairement recourir à une démarche très compliquée avec des consultants ou des consultantes externes. C'est sûr que ça dépend de votre capacité, de votre structure organisationnelle également. Est-ce que vous avez des gens qui peuvent prendre du temps de le faire et tout? Mais c'est quand même un outil très simple que je vous donne. Si vous cliquez sur le lien de l'autodiagnostic, vous allez atterrir sur une grille d'autodiagnostic qui est située sur notre site Internet. Alors, vous allez pouvoir répondre à chacune des questions qui sont à l'intérieur de cette grille-là. Un autodiagnostic organisationnel, c'est vraiment un outil de gestion et pour moi de stratégie d'affaires. C'est une façon d'avoir une vision globale de votre entreprise si vous le souhaitez, ou dans le cas qui nous concerne sur la gestion de la diversité et plus particulièrement de la mixité, ça vous permet d'avoir une vision sur une situation ciblée. Alors, si vous voulez savoir en quoi vos pratiques, en quoi votre gestion actuelle de votre entreprise limite ou non l'accès, par exemple, à un bassin de main-d'œuvre féminine, en faisant l'autodiagnostic vraiment centré sur cette question-là, vous allez pouvoir relever dans vos pratiques qu'est-ce qui est peut-être à bonifier, à améliorer, à changer, et peut-être qu'est-ce qui est dans vos pratiques qui est actuellement un levier pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là et de capitaliser sur ce levier-là. Un autodiagnostic, c'est utile pour différentes choses. Le premier, de pouvoir analyser, comprendre c'est quoi mes pratiques actuellement, comment je fonctionne. Et il y a comment je fonctionne sur papier et il y a comment je fonctionne en vrai comme individu. Donc, je peux avoir une politique
par exemple, de recrutement-sélection, dans laquelle je stipule qu'il n'y a pas de billet de discrimination, etc., mais l'humain, par exemple, qui fait le processus de recrutement-sélection, sans le vouloir, peut transposer ses propres biais inconscients qui freinent, par exemple, l'accès et l'embauche d'une main-d'œuvre plus diversifiée. Alors, c'est important de regarder sur les deux plans. Donc, de s'enquérir des pratiques actuelles, comment je fonctionne, est-ce que mes pratiques actuellement sont efficaces? Est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs, dans ce cas-ci, de recruter une main-d'œuvre plus diversifiée? Ça me permet également de gérer des changements organisationnels. Si je veux amorcer un virage, donc demain matin, je décide de travailler sur la question de l'augmentation de la diversité de ma main-d'œuvre, est-ce que justement, comment je vais faire pour gérer ça? Qu'est-ce que ça va prendre comme moyen, comme action? Qu'est-ce que je vais venir mesurer? Et par la suite, l'autodiagnostic permet aussi de mettre en œuvre ces décisions-là ou ces nouvelles façons de faire-là. L'autodiagnostic, ça permet aussi de cibler votre climat de travail parce qu'il y a l'aspect d'augmentation de la présence d'un bassin de main-d'œuvre, mais il y a également la portion rétention de cette diversité-là qui est souvent associée au climat de travail. Climat de travail qui va être plus lié, par exemple, au comportement de l'équipe de travail, à la façon que les interrelations se construisent, sont générées dans mon organisation, de quelle façon les valeurs de respect, d'inclusion sont vécues, la façon que j'intègre, que je maintiens, que je permets la promotion des gens. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher plus de l'information liée au climat de travail. Il y a 4 étapes bien précises à un autodiagnostic. Bien sûr, la planification, déterminer qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je veux travailler. Donc, des fois, plutôt que de partir avec une vision globale qui semble un peu épeurante, c'est de cibler, comme je vous disais, un seul objectif précis et dire qu'est-ce que je veux faire de cet objectif-là. Après ça, qu'est-ce que je prépare comme étape? Par la suite, la mise en œuvre du diagnostic. Donc, pour pouvoir documenter la situation, dans ce cas-ci, prenons l'exemple, si mon taux de féminisation est très, très bas dans mon entreprise, je n'ai pas de femmes ou j'en ai très peu, c'est là-dessus que je veux travailler à l'augmentation de la présence des femmes dans mon entreprise. La façon que je vais faire mon autodiagnostic, je vais questionner toutes mes pratiques, à savoir de quelle façon ces pratiques-là empêchent l'atteinte de cet objectif-là ou permettent l'atteinte de cet objectif-là. Donc, je vais questionner toutes mes pratiques au complet et je vais questionner également les gens dans mon organisation. Et la troisième étape, ça va être vraiment la mise en œuvre. Quand j'ai fait mon autodiagnostic, j'ai identifié, par exemple, 2 stratégies qui vont me permettre de travailler dans le sens où je veux aller. Bien là, par la suite, c'est la mise en place de ces 2 stratégies-là. Donc, comment je les mets en œuvre? C'est quoi les efforts que je déploie pour que ces 2 stratégies-là puissent vivre dans mon organisation? Et la 4e étape, bien sûr, c'est la communication et le suivi. Parce que vous devez avoir une volonté comme entrepreneur, mais vous devez également avoir une volonté comme entreprise. Donc, si votre volonté reste seulement à votre niveau comme entrepreneur, mais redescend jamais au niveau de votre personnel, au niveau également là, des syndicats qui travaillent avec votre entreprise, c'est plus difficile d'avoir des stratégies qui vont être porteuses de résultats très positifs. Donc, très important la communication et bien sûr le suivi de comment je vais faire pour mesurer l'atteinte de mon objectif, qui est dans ce cas-ci l'augmentation, par exemple, de la présence de femmes. Je vous encourage vraiment à aller consulter l'autodiagnostic pour aller voir les contenus, les thématiques, les questions que vous devez vous poser. C'est assez pas à pas, alors assez facile pour vous de suivre les étapes. Ça, c'est plus une figure résumée finalement de l'autodiagnostic qui vous permet de regarder toutes les différentes sphères. Tu sais, on va parler du processus de dotation, donc recrutement, sélection, on va parler de formation continue, on va parler de l'avancement professionnel, on va parler de la rémunération, des conditions de travail, la santé et sécurité, entre autres choses. Et on vient regarder finalement de quelle façon ces éléments-là vont permettre une plus grande embauche de femmes ou du moins freiner une plus grande embauche de femmes. Donc, c'est un petit peu l'image résumée là, du processus d'autodiagnostic. En tout et partout, là, il y a plusieurs facteurs de succès, mais par expérience avec l'accompagnement des milieux que je fais, je me suis rendu compte que ces 10 facteurs-là revenaient pas mal toujours.
Bien sûr, c'est d'intégrer la diversité dans les valeurs de l'entreprise et de les appliquer de façon transversale. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on a juste une pensée comme entrepreneur de dire, moi, c'est le virage que je veux faire, mais que ça ne suit pas dans l'organisation, ça va rester juste une volonté unique. Donc, très important de s'assurer, c'est comme faire de la broderie un peu, hein? C'est de s'assurer que le fil là, de la diversité, je viens le croiser dans tout ce que je fais. Que ce soit au niveau de mes pratiques de gestion de ressources humaines, que ce soit au niveau de mes pratiques opérationnelles, que ce soit au niveau de mes pratiques de vente, que ce soit au niveau de mes pratiques de relation avec ma clientèle. Il faut absolument que ce fil-là de la diversité vienne se tricoter à travers ces différents secteurs-là. Créer un contexte propice au succès, bien préparer notre milieu, bien faire comprendre pourquoi c'est vers là qu'on veut s'en aller. Donc, l'apport concurrentiel dont on parlait tantôt, ce n'est pas juste l'apport concurrentiel pour l'entrepreneur, c'est également l'apport bénéfique pour l'équipe de travail. Dans un contexte où on est en rareté de main-d'œuvre, la pression sur les équipes de travail dans la construction, elle est immense parce que la construction, actuellement, génère beaucoup de contrats de développement. On le voit tant du côté affaires que du côté de l'habitation. Mais on n'a pas de main-d'œuvre pour faire ces contrats-là. Donc, beaucoup de pression sur les équipes de travail. Alors, le fait de s'ouvrir à la diversité de la main-d'œuvre, bien, ça peut amener un bassin de main-d'œuvre supplémentaire, donc un allègement finalement du travail. C'est un exemple d'avantage. Alors, il faut bien préparer le terrain avec l'équipe. Il faut leur faire voir c'est quoi la valeur ajoutée pour nous. Et il faut faire valoir également ce qu'on va accepter et ce qu'on n'acceptera pas. Donc, toute la question liée au comportement inadéquat, l'intimidation, discrimination, harcèlement, on va devoir préparer le terrain par rapport à ça. Et bien sûr, ça passe par un leadership très affirmatif de la part de l'entreprise. Donc, un leadership, oui, affirmatif, mais mobilisant pour l'équipe. Un leadership positif par rapport à ce changement-là. Donc, les opportunités que ça va nous occasionner, la valeur ajoutée que ça va donner à notre équipe. Bien sûr, développer une politique de diversité axée sur l'égalité, l'équité, le respect en milieu, ça peut faire peur quand on dit ça, rédiger une politique. Ça peut être très, très simple. Au CIM, si vous nous appelez, on en a des exemples, entre autres des modèles de base qui peuvent être fournis. Donc, c'est plus le fait d'asseoir par écrit cette volonté-là de faire un changement vers la diversité. De quelle façon cette volonté-là va se traduire dans la façon d'agir, dans la façon de penser. Mon fil de tantôt, je vous disais, il faut que ça se tricote. Bien, le fait de pouvoir le dire par écrit, qu'on va en prendre en considération, on va toujours regarder cet aspect-là. Par exemple, dans nos changements opérationnels, on va toujours s'assurer que quand je change mes méthodes de travail, c'est la majorité de la main-d'œuvre possible qui va pouvoir faire le travail. Si on parle du processus de dotation, je vais m'assurer que tous les billets inconscients soient éliminés. Donc, c'est un petit peu ça que la politique va faire. C'est comme un appui, une assise. Offrir des ateliers de sensibilisation à la diversité à tous les niveaux de l'entreprise, ce n'est pas juste au niveau des entrepreneurs qu'on veut sensibiliser et informer, mais aussi au niveau des équipes de travail, parce que veut pas, c'est souvent les équipes de travail qui vont travailler avec une main-d'œuvre diversifiée. Donc, il faut s'assurer que ça se passe bien, que les gens sont à l'aise avec ça et que les gens comprennent un peu les enjeux qui sont derrière ça. Appliquer la notion de tolérance zéro, malheureusement, on ne peut pas y échapper parce que quand on parle de s'ouvrir à des bassins de main-d'œuvre inhabituels, ça va venir souvent avec une certaine forme de présence de harcèlement, discrimination, sans trop qu'on l'ait voulu. Et c'est important d'agir systématiquement sur chaque situation. Et il y a façon d'agir positivement pour amener des changements positifs auprès de l'équipe par rapport au comportement, plutôt que d'être dans la coercition. Mais ça reste quand même la notion de la tolérance zéro. Donc, il y a toutes sortes de modèles là, qui peuvent exister au niveau des politiques par rapport à ça également. Concevoir un plan d'action. Intersectoriel, là, ça paraît un gros mot, mais c'est plus de dire qu'il faut que votre plan d'action traverse l'ensemble de votre organisation. C'est ce que je vous dis depuis tantôt. Pas juste les pratiques de ressources humaines, mais aussi les pratiques opérationnelles, les pratiques de vente, les pratiques de service à la clientèle. C'est ça qu'on va entendre par le intersectoriel. Excusez-moi, j'ai de la misère ce matin avec ce mot-là. Donc, un plan d'action qui va prévoir, bien sûr, qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif. Tout à l'heure, on disait augmenter le nombre de femmes dans mon entreprise. OK, parfait.
Plus en détail, ça veut dire quoi augmenter le nombre de femmes? Est-ce que je veux me donner une cible en quantité? Est-ce que je veux plutôt donner une cible en termes qualitatifs pour changer les pratiques? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et par la suite, comment je vais m'y prendre pour atteindre ces objectifs-là? Quel genre d'action, quel genre d'activité? Est-ce que j'ai des gens qui doivent être impliqués dans la mise en œuvre de ces actions-là? C'est quoi le budget que j'ai accordé à ça? Est-ce que je vais devoir aller m'embaucher des gens à l'externe qui vont venir nous aider? Est-ce que c'est dans mes façons de faire de la promotion que je vais investir plus d'argent pour vraiment démontrer à la population le changement que je fais? Qu'est-ce que je veux faire avec ça et c'est quoi le budget que je mets là-dedans? Est-ce que c'est d'acquérir de l'équipement, par exemple, de levage qui permet d'atténuer des exigences de force physique? Bon, bien, ça a un coût. Comment je le prévois dans le temps? Et tous les indicateurs de suivi que je veux avoir par rapport à ça, je vais vous donner des petits exemples dans un instant. Bien sûr, assurer un suivi sur l'évolution, parce que si on se donne un objectif, mais que finalement on ne le suit jamais, on ne le mesure jamais, puis on ne se dit jamais qu'est-ce que ça a donné, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Alors, très important de suivre l'évolution de cet objectif-là et pouvoir s'ajuster en cours de route. Parce que ça se peut que le plan d'action que j'ai déterminé au point de départ, les actions, les stratégies, ça se peut qu'ils ne donnent pas les résultats escomptés. Il faut savoir pourquoi ça ne donne pas les résultats escomptés. Il faut savoir les mettre de côté et d'identifier des nouvelles stratégies qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Il y a des facteurs également qui nous appartiennent comme organisation, sur lesquels on a du contrôle, et il y a des facteurs qui appartiennent à l'environnement sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, je peux juste avoir du contrôle sur la façon que j'agis, sur la façon que je fais mes processus, par exemple, de dotation, mon accueil, mon intégration, mon maintien en emploi, la gestion des comportements de mon équipe, etc. Ça, c'est ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je peux avoir de l'influence sur la façon que les autres perçoivent mon organisation, mon entreprise. Et ça, c'est la manière que je me déploie au grand public, soit par mon site Internet, soit par mes réseaux sociaux, soit par mes offres d'emploi, la publicité, par mon service à la clientèle, par mon secteur de vente, etc. Ça, je peux avoir de l'influence sur la perception que les gens ont de moi. Et ça, sur quoi je ne peux pas vraiment avoir de contrôle, c'est après ça, est-ce qu'il y a de la disponibilité de main-d'œuvre ou non au Québec? J'ai un peu moins de contrôle là-dessus. Vous le savez que le bassin est plutôt petit actuellement. Donc, il faut vraiment saisir ce sur quoi j'ai du contrôle, ce sur quoi j'ai de l'influence, trouver des stratégies en lien avec ça. Puis après ça, bien, malheureusement, de comprendre que le contexte de la disponibilité de la main-d'œuvre est plutôt limité, mais qu'il faut quand même faire des efforts en ce sens-là. Mesurer, communiquer les répercussions, je vous en ai parlé, on va voir tantôt les indicateurs de mesure, des exemples parce que ce n'est pas une liste exhaustive, et communiquer. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance d'impliquer votre équipe de travail à toutes les étapes pour vraiment faire en sorte que ces changements-là traversent tout votre ADN d'entreprise. Mais pour ça, il faut que je m'assure de communiquer régulièrement avec mes gens pour que mon personnel comprenne « Ah, on est rendu là, ah, ça a donné ce résultat pour l'instant. Si on avait une cible d'augmentation du pourcentage de femmes puis qu'on témoigne de la progression, on est capable de voir « Ah, nos efforts donnent des résultats ». Si, selon le type d'action que vous faites, d'avoir toujours une stratégie au niveau de la communication, c'est toujours bon. Communication pour les gens à l'interne chez vous, mais communication pour les gens à l'externe également. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'image de marque, la façon que les gens vous perçoivent. Je vous encourage à communiquer, à avoir des stratégies qui partagent ce virage-là auprès de la population. C'est toujours gagnant là, en termes d'attraction de main-d'œuvre, mais attraction de clientèle aussi. De plus en plus, les gens vont vouloir faire affaire avec des entreprises qui ont des valeurs plus humaines, donc axées sur l'égalité, l'inclusion. Donc, c'est une belle façon de vous promouvoir auprès d'une clientèle potentielle. Et toute la question de développer l'adhésion du personnel à la politique de diversité, c'est tout ce que je vous parlais tout à l'heure, le fait de les inclure dans les étapes, de communiquer régulièrement, de les préparer, de les informer, de les accompagner dans ce virage-là. Ça fait partie des clés de succès, assurément. Vous ne pouvez pas le faire tout seul comme entrepreneur. C'est clair qu'il faut l'appui de toute votre main-d'œuvre. Bonne pratique. Je vous en nomme quelques-unes ici. Je vous ai mis sur le côté une affiche de bonnes pratiques. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller sur notre site Internet. Vous allez avoir d'autres exemples de bonnes pratiques.
Ce ne sont pas une liste exhaustive, là, on est d'accord, là, selon votre taille d'entreprise, selon votre secteur d'activité dans la construction, vous pouvez avoir d'autres types de pratiques qui sont super intéressantes. Donc, n'hésitez pas à être créatif du côté des bonnes pratiques, mais au moins, ça va vous donner une base pour commencer. Les pratiques les plus fréquemment recommandées sont les suivantes. Féminiser les offres d'emploi. Donc, c'est sûr que si j'affiche une offre d'emploi pour trouver un charpentier menuisier, ben, je suis moins inclusif si je le dis comme ça que si je le féminise. C'est sûr, ça allonge le titre. Des fois, ce n'est pas évident de mettre les deux. Sauf que si je le féminise, je suis quand même en train de dire à un bassin de main-d'œuvre féminine, c'est également à toi que je m'adresse. Donc, le fait de faire un effort pour s'adresser spécifiquement à un bassin de main-d'œuvre va aider, par exemple, à se rendre plus visible. Appliquer le concept d'embauche à l'aveugle. Cette stratégie-là d'embauche à l'aveugle peut s'appliquer à plusieurs étapes. L'embauche à l'aveugle, ça ne veut pas dire embaucher n'importe qui. Ça veut plutôt dire, je vais enlever du processus d'embauche ou de sélection, recrutement-sélection, les éléments qui peuvent entraîner des biais inconscients. Par exemple, je peux anonymiser les CV que je reçois. Donc, je retire, par exemple, le nom des gens sur les CV. Fait que je ne sais pas si je suis face à une femme, je ne sais pas si je suis face à un homme, je ne sais pas si je suis face à une personne issue de l'immigration, je ne le sais pas. Donc, déjà en partant, j'élimine comme un risque de biais inconscient. Ça me permet de me concentrer davantage sur les compétences, les qualifications. Vous pouvez enlever également d'autres types d'informations si vous sentez que c'est plus fragile chez vous. Par exemple, si vous êtes dans des secteurs où, par exemple, il y aurait de la discrimination en fonction de certains quartiers, on peut enlever également l'adresse. Alors, on ne sait pas de quel quartier les gens viennent. Donc, ça nous évite, par exemple, de faire de la discrimination systémique sur l'appartenance sociale. Donc, c'est quelques exemples que je vous dis. Il y a toutes sortes de stratégies liées à l'embauche à l'aveugle. Alors, ça vaut la peine de vous informer sur cette question-là. C'est vraiment au moment du recrutement et de la sélection, parce que par la suite, la personne va quand même devoir venir en entrevue. Fait que le concept d'aveugle va s'appliquer plus ou moins. C'est un peu à l'image de l'émission La Voix. Tu sais, avec les auditions à l'aveugle, c'est exactement le même principe. C'est de ne pas s'attarder à la personne dans son apparence, dans sa provenance, etc., et de s'intéresser uniquement à ce qu'on a besoin de s'intéresser, soit compétences, qualifications, expérience, connaissances. Partir à la chasse des biens conscients dans les processus RH et opérationnels. Désolée, j'ai une petite coquille à opérationnel. Pourquoi je dis partir à la chasse? Pour moi, moi, je suis une grande chasseuse-pêcheuse, donc je voyais vraiment le lien parce que les biens inconscients, ça le dit, c'est inconscient. C'est rare qu'on se lève un matin en disant, moi, aujourd'hui, je décide que je mets cette pratique-là, par exemple, en place. Je vais demander à tous mes candidats et candidates s'ils ont l'intention d'avoir des enfants, par exemple, pour pouvoir éliminer tout le bassin des jeunes parents en devenir ou les jeunes parents actuels. C'est rare qu'on se lève un matin en se disant ça. C'est plus dans notre pratique qu'on va avoir tendance à soit le penser, soit poser une question sans s'en rendre compte, soit discriminer ou discarter une candidature par rapport à ça. Donc, on part à la chasse des biens conscients. L'auto-réflexion ou l'auto-observation, donc de regarder, d'avoir une personne qui regarde comment je fais mon processus et d'identifier est-ce qu'effectivement j'ai tendance à poser des questions qui sont discriminantes. Est-ce que j'ai tendance à discarter plus souvent les CV des femmes? Est-ce que j'ai tendance à mettre de côté les CV pour lesquels le nom ne me fait pas sentir très québécois? Est-ce que j'ai tendance à rendre invisibles les femmes dans mon organisation lorsque vient le temps d'une promotion ou lorsque vient le temps d'une affectation de certains mandats? Donc, c'est vraiment le fait de se regarder fonctionner et d'aller identifier les endroits où il y a des risques, d'en prendre conscience et de les changer. Toute la question sur l'exigence de la force physique, c'est très, très répandu dans l'industrie de la construction, surtout dans les métiers. C'est encore très présent. On le sait que ça reste encore un travail très physique. De moins en moins, les gens veulent effectuer un travail physique sur le long terme. On sait qu'on a beaucoup de gens qui quittent l'industrie de la construction. En général, femmes ou hommes, c'est un peu le même principe. Beaucoup de gens quittent l'industrie de la construction à cause de l'exigence de force physique. On en a beaucoup aussi qui deviennent représentants ou représentantes syndicales pour cette même raison-là.
Donc, ça reste un enjeu quand même assez élargi pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Comment je fais pour commencer à changer certaines pratiques qui sont plus exigeantes? Donc, d'impliquer mes employés pour identifier une première tâche pour commencer. C'est quoi la tâche qui est la plus problématique à l'heure actuelle? Comment je fais pour trouver une solution à cette tâche-là? Et tranquillement, pas trop vite, j'évolue dans les changements de mes pratiques. C'est sûr que ça demande un certain investissement en termes de temps RH, puis en termes de probablement d'achat d'équipement, de changement de pratique, mais ça vaut vraiment le coup de le faire parce que ça me permet de m'ouvrir à l'ensemble ou presque du bassin disponible parce qu'il y a des hommes également qui ne viennent pas dans l'industrie de la construction à cause de l'enjeu de la force physique. Il y a une entreprise manufacturière dans les pays scandinaves qui, à un moment donné, a été confrontée justement à la rareté de main-d'œuvre. C'était vraiment problématique pour la survie de son organisation. Et ils ont mis en place, ils ont fait ça sur plusieurs années, par exemple, ils ont mis en place différents comités qui se sont justement attardés sur quels étaient les freins dans cette usine-là pour l'embauche d'une main-d'œuvre presque universelle. Et ils ont commencé à transformer vraiment avec le concours des employés comment on pourrait faire pour que à peu près monsieur, madame, tout le monde puisse faire ce travail-là. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est presque inclusive, universelle. Il y a certaines limitations au niveau des handicaps. Ils n'ont pas réussi encore à accommoder ou à adapter. Mais de façon générale, maintenant, cette entreprise-là qui était à prédominance masculine a un taux de féminisation très élevé, a un taux de personnes immigrantes très élevé à son embauche. Et c'est un employeur qui vit encore avec la rareté de main-d'œuvre, mais beaucoup moins durement que ses compétiteurs, par exemple, du même secteur. Alors, ça vaut la peine d'amorcer ce virage-là pour s'ouvrir à un bassin de main-d'œuvre plus large. Informer, sensibiliser régulièrement votre personnel sur la prévention de la discrimination, de l'intimidation, du harcèlement. Il y a une loi qui vous oblige à avoir cette politique-là en place. La plus grande limite de cette politique-là, c'est qu'elle n'est pas communiquée ou elle est communiquée une seule fois lors de l'embauche, entre autres choses. Nous, ce qu'on vous encourage, c'est de régulièrement aborder ce sujet-là avec votre équipe, soit par des mini-capsules, soit par de l'information, soit par des activités, soit par un comité, n'importe quoi. Il faut que ça soit vivant tout au long de l'année. Parce qu'en étant vivant tout au long de l'année, on limite au maximum les risques potentiels de discrimination, d'intimidation et d'harcèlement. Donc, on limite notre obligation d'agir parce qu'il y a de l'autorégulation qui va se passer au sein de l'équipe. C'est très porteur. Et ce que ça permet, c'est d'avoir une équipe qui se parle, qui en discute, qui prend acte également de ça. Donc, ça l'aide énormément au climat de travail. Déterminer les indicateurs de mesure, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est très important de venir mesurer la progression quantitative, mais également qualitative de la situation que vous souhaitez améliorer. Donc, dans ce cas-ci, mon exemple depuis le début, qui est l'augmentation du taux de femmes en emploi. Et bien sûr, je vous l'ai dit à maintes reprises et je vous le redis encore, impliquer le personnel dans le processus, c'est toujours gagnant de faire ça comme ça. Et souvent, le personnel a d'excellentes idées. Récemment, on donnait de la formation dans un secteur X, et c'était vraiment intéressant parce qu'on parlait justement du fait de mobiliser les équipes de travail dans la recherche de solutions, puis même dans l'identification de certains freins à la diversité. Et la personne nous donnait un exemple qui avait entre autres une tâche qu'il y avait une seule femme dans l'entreprise, que cette femme-là avait nommée comme étant trop difficile. Et l'employeur, son premier réflexe, c'était vraiment de dire bien, c'est ça, c'est pour ça que les femmes ne sont pas assez fortes, par exemple, pour travailler dans notre secteur et tout ça. Mais ça l'intriguait quand même. Fait qu'il a commencé à demander à quelques collègues masculins qui font le même travail, toi, cette tâche-là, qu'est-ce que ça dit? Pour se rendre compte que tout le monde trouvait ça très difficile, cette tâche-là. Et là, il a réalisé, OK, elle me l'a nommée, les autres ne me l'ont pas nommée, mais finalement, elle est difficile pour tout le monde. Ils ont mis un comité, ils se sont penchés sur cette situation-là en particulier. Et c'est vraiment le personnel qui a trouvé les solutions adéquates et ça l'a permis finalement d'alléger le travail, de réduire les risques aussi de blessures, de santé, sécurité. C'est un petit élément, mais cette entreprise-là a compris la valeur ajoutée d'impliquer les gens et ça lui a permis aussi de déconstruire ses propres préjugés à l'égard des femmes concernant la force physique. Donc, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Des exemples de mesures d'inclusion. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même les principaux qu'on va suivre.
c'est vraiment des indicateurs qui doivent être en lien avec votre objectif. Dans ce cas-ci, si on vise l'augmentation du nombre de femmes dans notre organisation, bien sûr, on va devoir suivre le taux de féminisation par emploi, donc par catégorie d'emploi. Donc, si, par exemple, je suis une entreprise plus en charpenterie-menuiserie, bien, je vais avoir bien sûr des charpentiers, mais je vais avoir aussi d'autres corps de métier. Il faut que je l'isole. Pour chaque catégorie d'emploi, combien de femmes je vais retrouver. Les niveaux hiérarchiques également, parce que si je veux moi-même être une entreprise inclusive, axée sur la diversité, il faut que je m'assure aussi que la structure de gestion le représente. Si je suis encadrée par un comité de gestion, ou que c'est juste des hommes blancs de 50 ans, bien, je ne suis pas dans une représentation de diversité également. Donc, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas correct, on est juste en train de dire qu'on va suivre cette progression-là, pas seulement dans les corps de métier, mais également dans la structure de gestion, dans la structure directionnelle et dans tous les départements. Donc, les taux de féminisation. La répartition des effectifs aussi selon la durée et l'organisation du travail. Selon le type de mandat, selon le type de contrat qu'on signe, quel genre de main-d'œuvre on met sur ces contrats-là, donc où va se retrouver la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a tendance à homogénéiser les équipes de travail ou au contraire, on va les diversifier? Donc, je vais analyser comment je vais faire l'affectation des mandats, des tâches, etc. Même sur le chantier, est-ce que je vais avoir tendance à maintenir mes femmes dans des tâches de finition ou je m'assure de développer leur polyvalence? Donc, je vais regarder aussi ces pratiques-là. Les taux de progression en emploi des femmes au sein de l'entreprise. C'est sûr que si vous êtes une mini-entreprise, c'est plutôt difficile de venir mesurer ça parce que si vous avez pour chaque catégorie d'emploi un seul poste, c'est difficile d'en faire l'analyse. Vous pouvez reculer dans le temps, mais c'est difficile d'augmenter la présence de femmes dans un seul poste. Donc, il y a certains indicateurs ou certains objectifs qui vont s'appliquer à des tailles moyennes et grandes entreprises, mais ça ne vous empêche pas, comme petite entreprise, quand même de suivre les mouvements de main-d'œuvre des dernières années pour vous indiquer comment vos pratiques en général influencent ça. Donc, le taux de progression des femmes en emploi, est-ce que chez nous, j'ai une possibilité de progression soit latérale, donc des changements d'emploi qu'on va appeler horizontales, ou est-ce que j'ai une possibilité de progression hiérarchique? Et si oui, est-ce que j'ai l'habitude d'avoir seulement des hommes ou au contraire, j'ai également des femmes? Si vous l'ouvrez à la diversité générale de la main-d'œuvre, vous allez vous poser la même question par rapport à vos personnes issues de l'immigration. Et là, je vous encourage à ce moment-là à faire vos hommes issus de l'immigration et vos femmes issues de l'immigration pour vous assurer de suivre la progression. On va regarder également le taux de roulement par catégorie d'emploi. Les motifs de départ sont très, très importants. Donc, les entrevues de départ pour comprendre qu'est-ce qui a fait que la personne est partie et comment j'aurais pu agir là-dessus. Et sur les hommes et sur les femmes, ça vous permet d'avoir de l'information. Les rémunérations, on sait qu'il y a des écarts de rémunération. C'est sûr que lorsqu'on est sous le décret, c'est tout à fait géré là, par rapport au salaire, mais il y a d'autres catégories d'emploi dans votre entreprise qui ne sont pas nécessairement sous le décret, pour lesquels il peut y avoir des écarts, parce que malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'écarts de salaire entre les hommes et les femmes pour le même emploi. Donc, ça, c'est un exemple d'indicateur aussi. Le nombre d'heures de formation annuelle par catégorie d'emploi. C'est qui les gens qui vont chercher de la formation? Est-ce que j'ai des gens qui sont dans les angles morts, souvent comme les femmes se retrouvent dans l'angle mort? Comment je fais pour stimuler ça davantage? La présence de comités paritaires ou la présence de différents comités de travail, qui siègent sur ces comités-là. Donc, si j'ai un comité santé-sécurité en place dans mon entreprise, est-ce que ce sont seulement des hommes? Est-ce que ce sont seulement des hommes natifs du Québec? Comment je fais pour avoir de la diversité? Donc, est-ce que je peux inclure à ce moment-là des femmes? Est-ce que je peux inclure des personnes issues de l'immigration, par exemple, sur mon comité pour m'assurer de ne pas perdre de vue aucun élément? Et bien sûr, la présence de certaines politiques qui favorisent l'inclusion, comme la CFTE-PA, c'est conciliation, famille, travail, études, proche aidance, prévention du harcèlement, entre autres choses, mais ça peut être d'autres également politiques. Un des exemples par rapport au taux de féminisation par catégorie d'emploi que je peux vous donner, c'est par exemple, lorsque vous affichez un poste, analysez les types de CV que vous recevez. Donc, combien de CV de femmes vous recevez? Combien de CV d'hommes vous recevez? Combien de CV de personnes issues de l'immigration vous percevez recevoir? Parce qu'il ne faut pas se cacher, là. On peut avoir des indications par rapport au nom, mais ça ne veut pas dire que la personne est une première génération issue de l'immigration.
mais ça vous doit vous donner quand même un aperçu. Si vous avez des gens sur leur CV, on voit vraiment la formation ou de l'expérience dans d'autres pays, on va savoir aussi la provenance. Donc, commencez par regarder c'est quoi la provenance de vos CV. Et par rapport à la sélection des CV que vous passez en entrevue ou des personnes que vous embauchez, est-ce que systématiquement, vous allez pêcher dans ces différences-là ou vous allez toujours embaucher la même candidature, le même type de candidature? Ce qui fait que vous avez une possibilité de diversifier votre main-d'œuvre au point de départ par la réception des CV, mais que finalement, dans votre processus de sélection, vous vous retrouvez toujours à embaucher le même type de personnes. Fait que ça, c'est un premier exercice qui est assez accessible pour tout le monde en termes d'analyse. Fait que c'est très intéressant de voir comment cette pratique-là va vraiment affecter l'augmentation de la diversité ou non dans votre équipe de travail. C'est ce qui met la fin, c'est ce qui termine un peu le sujet que j'avais abordé aujourd'hui avec vous. On l'a dit, là, c'est un atelier éclair, c'est un atelier coup de pouce qui vous donne un peu d'informations. Il y a différents liens sur la présentation que je vous invite à aller cliquer pour des outils, etc. Sinon, vous pouvez visiter également notre site Internet. On a plein d'autres outils qui sont disponibles. Ou sinon, nous suivre sur notre page Facebook, notre page LinkedIn. On a différentes campagnes, différents contenus qui roulent régulièrement tous les jours sur la question de la main-d'œuvre féminine notamment. Donc, ça vaut la peine d'aller visiter tout ça. Pour en savoir plus sur le service aux entreprises du CIM, vous pouvez communiquer avec nous aussi. Ça nous fera plaisir de vous donner de l'information à ce sujet-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.